Alors, donc, nos deux panélistes viennent de présenter donc, leur communication. Donc voilà, mesdames et messieurs, en quelques mots, ramasser les communications du docteur Fatoumata Coulibaly et celui du docteur Ibrahima Poudjougo. Depuis ce matin, je crois qu'on discute cette question de démocratie au Mali, modèle de démocratie. J'avoue que j'étais un parmi tant d'autres des artisans de la démocratie en cours au Mali aujourd'hui. Donc, je vais essayer de partager un peu ce qu'on a rêvé et qu'est-ce que je constate moi dans la réalité. Je crois que ça n'a peut-être pas touché beaucoup d'autres préoccupations. Ce matin, je disais, la démocratie, pour moi, c'est une somme, c'est des idéaux bâtis sur des aspirations, c'est des principes, c'est des valeurs, et c'est surtout des modes de faire, ce qu'on appelle des processus, que les anglophones appellent process. Et si j'essaie de porter un regard en arrière par rapport au projet et qu'est-ce que le projet est devenu, moi, mon point de vue personnel, il est strictement personnel, je crois que là où il y a eu des grosses lacunes, peut-être de pensée et même un peu de réflexion, et puis dans la mise en œuvre, c'est sur le mode de faire. Parce que les idéaux, je crois que elles sont discutables, mais elles ne sont pas fondamentalement remises en cause. Les valeurs, les principes aussi, on peut controverser, mais ce n'est pas fondamentalement mis en cause. Ce qui est mis en cause, c'est le mode de faire. Comment on l'a fait. Et ça, personnellement, j'ai retenu quelques points. C'est pour ça que j'ai dit que c'est mes idées personnelles, c'est à mettre en discussion. Je crois qu'on s'est beaucoup trompé sur le choix de la démocratie de confrontation. Parce que simplement, nous avons fait l'option d'une démocratie qu'on connaissait, la démocratie universelle, qui était bâtie sur la confrontation. Même là, la démocratie telle que nous l'avons pratiquée et apprise, parce que la démocratie ne date pas quand même de 92, 91. Les gens oublient que au tout début, dans la période de la République du Soudan et puis au tout début du Mali indépendant, il y avait une démocratie, il y avait le multipartisme. Le monopartisme et tout est venu après. Donc, nous n'avons pas suffisamment creusé cette question de confrontation, consensus. Pourquoi nous avons beaucoup de difficultés avec la confrontation? Parce que la confrontation, chez nous, est beaucoup plus sur la confrontation des personnes que des idées. Nous avons beaucoup de difficultés à cadrer les questions les confrontations d'idées dérapent très rapidement sur les confrontations de personnes. Je crois que c'est pour ça qu'on aurait dû peut-être aller dans le sens de ce que la grande majorité des Maliens comprennent. C'est peut-être une démocratie consensuelle, faite sur ce que les Bamana appellent Djekafo Anifokabe. On aurait pu creuser ça et peut-être voir comment faire évoluer ce mode de faire-là. Malheureusement, je vais rapidement, donc je n'ai pas le temps de creuser beaucoup. Aussi, deuxièmement, nous avons fait l'option de celui qui gagne prend tout. Et là aussi, je ne suis pas sûr que les Maliens, la grande majorité des Maliens comprennent ça. Nous sommes beaucoup plus dans le partage que dans celui qui gagne prend tout. Et la plupart des difficultés auxquelles notre processus démocratique a été confronté, et peut-être même rejeté, c'est cette modalité-là. Celui qui gagne prend tout. Parce que, bon, ceux qui ne gagnent pas, ils ne se voient plus de place. Donc, ne se voyant plus de place, ils rentrent dans des contestations, dans des violences, dans des rejets, dans des frustrations.
Et je crois que ça aussi, c'est une question fondamentale sur laquelle il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que nous ne pouvons pas modéliser, penser et formuler une démocratie de partage? Bon, qui a été tentée d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, toute la gestion du président Alpha Oumar Konaré à l'époque et tout était bâtie sur le partage. Mais c'est resté un slogan. On n'a pas réussi à mettre un véritable contenu politique dans ce slogan-là. Et je crois que c'est peut-être vu les crises ne sont pas forcément des crises de rejet, c'est des crises d'amélioration. Comment nous pouvons améliorer aujourd'hui notre processus démocratique? C'est d'aller vers une démocratie de partage. Et troisièmement, l'exclusivité du suffrage universel. Nous avons fait le choix de l'exclusivité du suffrage universel. Donc toutes les légitimités, enfin la légitimité exclusive, dominante sur l'exclusive, doit être la légitimité issue du suffrage universel. Or, nous avons oublié tout à fait que dans notre pays, il y a une cohabitation de légitimité. Donc, comment réussir dans un système démocratique à faire cohabiter les légitimités, aussi bien au niveau local qu'au niveau national? C'est la question du pluralisme. Comment on gère le pluralisme et la pluralité? Donc, ça aussi, c'est une question sur laquelle il faut qu'on investisse intellectuellement pour voir comment on peut faire évoluer le processus. Et je termine sur la question, le mode de représentation. Effectivement, nous avons aujourd'hui une démocratie et un mode de représentation démocratique qui est en crise. C'est tout le problème des élections. Là aussi, nous sommes partis sur presque l'exclusivité, même si après on a essayé d'améliorer, mais l'exclusivité des partis politiques. Aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Et j'avoue que au niveau national déjà, ça a posé des problèmes, mais au niveau local, ça fait des dégâts énormes. J'en parle en connaissance de cause. J'ai participé à la question de la décentralisation et moi-même, j'ai été élu local. Je me suis présenté aux élections locales chez moi. Donc j'ai vu un peu la question. Et avec le recul, je pense aujourd'hui, à côté du suffrage universel, et peut-être avec le suffrage universel, on aurait pu, ou bien à cause de la représentation par les partis politiques, on aurait pu faire émerger d'autres types de représentation. Juste un exemple, le conseil communal. Le conseil communal, nous avons dit, le conseil communal est constitué par des élus désignés par les partis. C'est démocratique. D'ailleurs, à l'époque, c'était le débat. On a eu un grand débat. Et l'option qui a primé, c'était l'option démocratique de faire élire au suffrage universel tous les conseils communaux. Mais après, à l'usage, quand on regarde un des gros problèmes aujourd'hui que les communes ont rencontrés sur le terrain, c'est l'inclusivité, comment impliquer tous les acteurs dans la gestion municipale. Mais avec le recul, on aurait pu réfléchir, peut-être à côté des élus au suffrage universel, on aurait pu faire représenter d'autres légitimités. Il s'agit de penser le problème et de trouver les réponses et les équilibres suffisants. Parce que à mon constat, toutes les communes où les élus au suffrage universel ne se sont pas entendus avec les autorités traditionnelles, ça a bloqué. C'est une légitimité pour voir comment, dans les instances de gestion, on aurait pu, peut-être même avec des rôles différents, on aurait pu les faire représenter. Parce que dès qu'on n'est pas présent, on est contre. Voilà moi, un peu le fruit de ma réflexion. Et je pense que, au lieu de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, peut-être qu'il faut creuser certaines pistes et puis trouver là où on est tombé en panne et voir comment on peut rattraper ces pannes-là et mettre en place un système démocratique qui reste un processus à construire. Ça ne se décrète pas. Il n'y a pas un modèle qu'on installe. Il faut le construire, le processus. Bon, tout processus a un départ, mais il y a un parcours. Et c'est justement c'est ça qui est intéressant dans la construction démocratique. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci pour les deux communications. Donc, la question est soulevée par
les deux communications, et particulièrement celle de Fatoumata, me pousse encore à revenir à mes réflexions précédentes, à savoir la question de la compréhension d'un certain nombre de choses et leur traduction dans la vie de tous les jours en termes de gestion politique et autres. C'est-à-dire les questions de valeur qui nous renvoient à le type de guidance que vous avez cité et les autres, je dirais tout simplement que nous sommes souvent dans des contradictions terribles et nous ne nous apercevons pas de cela. Parce que nous avons un certain nombre de valeurs qui semblent être bien prisées au Mali, mais qui sont en porte-à-faux avec l'idéal d'égalité et la question de l'accès à la connaissance et au savoir. Parce que quand nous sommes ensemble, ça veut dire que nous devrons nous compléter pour dépasser certaines difficultés qui font que la complémentarité est nécessaire. Quelqu'un qui parvient à satisfaire ses besoins élémentaires biologiques, c'est-à-dire en termes de repas et autres, l'autre qui à côté ne parvient pas à le faire, nous sommes ensemble dans des formes individuelles, collectives et étatiques pour pouvoir permettre à ceux qui sont en difficulté d'aller de l'avant. Je comprends l'idéal d'égalité dans ce sens, pas une égalité arithmétique, non. Et la question aussi de l'accès au savoir. Et quand on regarde véritablement au Mali, souvent nous sommes en panne par rapport à ces deux compréhensions. Donc, valeur pour valeur. Par contre, nous avons des valeurs qui nous permettent aujourd'hui d'interroger et de progresser dans la réflexion avec la démocratie. Mais le travail a toujours été une de nos valeurs cardinales ici au Mali. En Bamanankan, quand on dit ça veut dire tout simplement je travaille, je gagne à la sueur de mon front, je peux partager. Maintenant, le grand problème, c'est que ces valeurs, même si ce sont des valeurs qui sont plus ou moins universelles, nous ne parvenons pas à les traduire dans la réalité, dans l'évolution du monde. Voilà là où nous sommes en panne. Et tant qu'on ne parviendra pas à le faire, ce serait toujours des discussions. Et nous resterons cette génération de discussions. Le travail productif, nous avons oublié le travail productif. On oublie le travail productif, ce qui fait que nous sommes des éternels mendiants vivant dans un état sous perfusion. Nous avons oublié le travail productif. Ce qui fait que les religieux ont vraiment des beaux jours devant eux. Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas avec la parole qu'on crée. Ce n'est pas avec la parole qu'on dirige. Mais parce que si tout le monde est dans ça, en ce moment, on peut penser aux religieux comme étant des acteurs qui peuvent véritablement rentrer dans le jeu démocratique. C'est simple comme l'eau de roche. Et ensuite, il y a une réalité implacable. Mais la vie matérielle productive a précédé et continuera toujours à dominer la vie spirituelle. Mais un affamé dans ces questions religieuses et spirituelles, allez-y chercher. Chez nous, en Bamanankan, on dit Gabougou Kakoroni Misri. Vous n'avez rien dans le vent, vous ne produisez pas. Mais la réflexion, tout ce qui est question, c'est tout à fait autre chose. Donc c'est pour vous dire que certains acteurs sont rentrés dans le jeu politique par infraction. Ils n'ont pas du tout leur place là-dedans. C'est le cas des religieux. Et surtout, quand on dit des valeurs endogènes, il ne s'agit pas de toutes les valeurs. Nous connaissons la question des hommes et des femmes dans la société malienne. C'est des histoires d'inégalité souvent indescriptibles.
Donc, il faudrait qu'on puisse nous-mêmes revisiter ces valeurs, les traduire dans la réalité des faits, les confronter au progrès, à la modernité, pour pouvoir nous réinventer. Je suis tout à fait d'accord avec le ministre, monsieur le ministre, qu'il y a lieu d'interroger certaines choses et essayer de les traduire dans la réalité des faits. Sinon, pour moi, même la question est militaire, c'est des situations exceptionnelles. C'est parce que nous n'avons pas pu proposer réellement des solutions qu'il faut que nous avons régulièrement dans ce pays l'irruption des militaires sur la scène politique, parce que nous refusons de questionner un certain nombre de choses. Donc, pour moi, la démocratie, oui, mais c'est notre sagacité intellectuelle qui va nous permettre de saisir ces valeurs, de les traduire dans la réalité et d'aller vers de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je pense que nous l'avons dit ce matin et nous ne cesserons de dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, aujourd'hui en tout cas, une alternative à la démocratie en ce qui concerne le mode de gestion de nos États. Tant nos sociétés sont diverses, tant nos cultures même sont diverses. Mais ceci étant, les différentes contributions et les différents présentateurs ont donné des pistes d'amélioration, d'adaptation de notre démocratie. Je pense que c'est en cela que nous devrons saisir le contenu, en tout cas, et les conclusions des différentes présentations pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire et quels sont les leviers sur lesquels nous pouvons agir pour améliorer cette démocratie. En cela, je pense que c'est l'adaptation de notre, c'est-à-dire de la démocratie à la démocratie malienne. Que ce soit les valeurs du travail, que ce soit l'éthique, que ce soit les modes d'organisation de nos villages, des espaces, parce qu'un village, il y a plusieurs espaces, et même au-delà, il y a des valeurs partagées sur lesquelles peut-être que les chercheurs ont eu à travailler et à les intégrer dans nos textes. Comme vous le savez, j'aime très souvent le dire, en 1960, le système traditionnel a été désorganisé et les légitimités traditionnelles ont été désorganisées. C'était une option politique. Mais aujourd'hui, nous avons vu la nécessité de faire intervenir ces légitimités et ces autorités traditionnelles dans notre vie quotidienne. Et c'est pour cela que la Constitution a déjà pris tout un chapitre par rapport aux autorités et légitimités traditionnelles. Donc il doit y avoir des autres lois qui doivent en découler pour voir dans quelle mesure, comme le disait le ministre, peut-être l'implication de ces autorités dans la vie quotidienne. Je ne pense pas que au niveau collectivité, le problème, le fait qu'il ait les élus est le grand problème. Le gros problème, comme on l'a dit, c'est les hommes. Les textes sont clairs. Que ce soit même au niveau des collectivités, il y a toujours la place aux autres représentants, n'est-ce pas, de la société, dans l'élaboration des PDC, au niveau même administratif, dans l'organisation, ce qu'on appelle les CROCSAT et tout ça. Il y a tout un système qui permet d'associer l'ensemble, n'est-ce pas, des acteurs, des acteurs pour organiser, pour développer l'environnement. Mais malheureusement, c'est les hommes. Ce n'est pas la démocratie qui a dit que, oui, l'agent des eaux et forêts doit venir évaluer, je ne sais pas, les arbres coupés autour du village et venir
imposer une amende. Je crois que quand le docteur Poudjougou parlait de cela, je sais, il en sait parce qu'il est du milieu, il sait l'impact négatif, n'est-ce pas, de certains agents de l'état de répression qui ont fait que, si c'est ça la démocratie, oui, bon, ce n'est pas une démocratie, une bonne démocratie. Je pense que donc, moi j'ai retenu des pistes en tant que politique, des pistes qui peuvent permettre demain aux hommes politiques qui vont s'adresser aux populations, qui vont essayer de faire des projets de société. Malheureusement, ça n'existe pas aussi. On va s'adresser aux populations, on va les promettre 1001 merveilles, mais après c'est fini. Donc je pense qu'il est important de plus en plus que, comme on parlait aujourd'hui, la question de l'éducation. De plus en plus aujourd'hui, nous avons des gens qui ont été à l'école, qui sont éduqués, qu'on ne pourra pas embarquer comme comme en 1990, 91. Je le dis très souvent, il faut le temps. J'aime répéter un pays voisin. Aujourd'hui, il y a eu des alternances dans ces pays voisins, mais ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est parce qu'il y a eu une culture démocratique, il y a eu une culture de vote, une culture d'écouter et de débat qui fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt les idées et non la force de l'argent. Donc je pense que nous sommes une jeune démocratie et c'est en cela que le rôle de l'université, le rôle des différents acteurs à sensibiliser, à éduquer les populations est, en tout cas, est très 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 importante. Merci beaucoup. Merci bien. Oui, allez-y. Ok, oui. Merci bien. Je dois féliciter les deux présentateurs pour la qualité de leur communication. Et moi, à mon avis, démocratie et bien commun riment ensemble, parce que en ce que je sache, la démocratie, c'est vraiment l'amélioration du bien vivre, et puis qui parle du bien vivre parle du bien commun. Mais la question qui est restée en suspens, que veulent les Maliens? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons souci de la réussite collective? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus la réussite individuelle aujourd'hui qui prime? Parce que si je vois un peu notre environnement, il suffit que quelqu'un accède à un certain niveau. Quand il veut assurer son intégrité, on a tendance, en tout cas, à le rejeter au niveau de son environnement immédiat. Parce que son environnement pense qu'il est venu, qu'il doit, en tout cas, faire profiter d'abord, en tout cas, les gens qui sont à côté de lui. Et je pense que ça doit être le contraire de ce que nous pensons de la démocratie. Et c'est pourquoi ce matin, je l'ai dit, il faut mettre l'accent sur les citoyens. Il faut éduquer les citoyens. Il faut qu'on aille vers l'éducation des citoyens, qu'on aille vers la promotion, en tout cas, du bien commun. Et ça permettra à ce que nous recherchons dans la démocratie, en tout cas, puisse être une réalité. Et les légitimités traditionnelles, parlons-en. On dirait qu'en les renforçant, ça a créé plus de problèmes encore au niveau des légitimités. Parce qu'il y a beaucoup plus de procès aujourd'hui par rapport, en tout cas, à ces questions de légitimité, à ces autorités aujourd'hui. Quand vous passez un peu devant, au niveau des tribunaux, vous allez voir qu'il y a des contestations de chefs de village, de ceci, cela. Et je pense que ça, c'est dangereux parce que les ressorts sur lesquels nous devons nous appesantir, si ces ressorts aujourd'hui sont en train, de prendre du coup, je pense qu'il y a lieu de se poser la question. Et par rapport à la question des terres, oui, Dr Poudjougou en a parlé. Aujourd'hui, les inégalités dans certaines de nos contrées aujourd'hui font que, ça peut amener à une rébellion, entre guillemets. Si je prends la région de Caille aujourd'hui, où des gens sont considérés comme des esclaves, qui n'ont pas droit à la terre, vous acceptez d'être esclave pour avoir la terre, ou que vous foutez le camp, je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à faire. Et la démocratie, je le dis encore, il n'y a pas d'alternative.
il va falloir interroger profondément nos valeurs sociétales, parce que quelque part, moi je pense que c'est nos valeurs sociétales qui ont pris en tout cas un coup et qu'il va falloir ressouder. Merci bien. Merci beaucoup. Oui, professeur Samba. Mais après Ousmane, le ministre Ousmane, il y a eu quelques idées. Notamment, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le contexte historique. Parce que on n'a pas eu le temps de réfléchir, hein, Ousmane le sait. On ne demandait pas la démocratie ou autre, on demandait l'ouverture au départ. Et après, c'est allé... Donc, je dis, après, c'est allé vite. Il y a eu la chute de Moussa. On a dû concocter quelque chose. Et évidemment, souvent dans la précipitation, il va falloir rectifier le tir petit à petit. On a même commencé. Je crois que ceux qui sont dans la salle, qui sont un peu plus âgés, doivent savoir qu'à un moment donné, il y a eu une instabilité dans les communes, avec notamment la commune 5, où il fallait une minorité, quand une minorité démissionnait, ça entraînait la chute de la des élus communaux. On a essayé de rectifier, et dans d'autres domaines. Maintenant, la question fondamentale que je voudrais savoir et que je voudrais poser à l'assistance ici, est-ce que dans le processus démocratique mis en place ou que nous sommes en train d'expérimenter, est-ce que les légitimités traditionnelles sont exclues? Je crois savoir. Elles ont même leur stratégie. Hein. Dans toutes les équipes municipales, vous trouvez des fils d'anciens chefs de village, de choses. Donc, elles ne sont pas exclues. Ne faisons pas comme si elles étaient exclues, ces autorités traditionnelles-là. Elles participent pleinement au jeu démocratique. Maintenant, le souci du partage évoqué par Ousmane Sy, il faut y réfléchir profondément. Et du reste, quand j'étais doyen à la faculté, même recteur, nous avons vu le ministre Boubacar Ba, nous voulions faire un travail sur les élections. Parce qu'on a constaté que souvent, entre deux listes rivales, il y a souvent une différence de 100 personnes. Et on prenait les deux élus, ou les trois, on les donnait au parti qui arrivait en tête avec 100 élus de différence. Ça crée des frustrations dans la commune, ça crée des frustrations dans la circonscription électorale. On peut l'éviter en réfléchissant à une sorte de proportionnel. Et puis, bon, au Sénégal, tout à côté, je pense que cet exemple peut nous inspirer. Ils ont la liste majoritaire, mais il y a aussi une proportionnelle. Ça aussi, ça peut aider à résoudre des questions. Voyons ce qui se passe chez nos voisins pour améliorer l'existence chez nous. Voilà, merci, je ne voudrais pas être très loin. Ok, merci. Bon, moi j'ai beaucoup appris aujourd'hui, mais vraiment. Mais en sortant de cette salle, je vais quand même partir avec beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations, et en écoutant tout à l'heure le ministre Ousmane Sy, c'est vrai qu'entre les idéaux et la réalité, il y a eu un décalage, un écart. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai presque envie de dire que maintenant, en ces temps de concertation, d'assises, de dialogue, n'est-il pas indiqué qu'on s'arrête aussi un peu sur notre démocratie? Qu'on imagine, je ne sais pas, une espèce des états généraux de la démocratie au Mali, pour faire le point. Où allons-nous avec notre démocratie? Qu'en avons-nous fait? Et ce qui va peut-être nous permettre d'aborder un certain nombre de questions, des questions très importantes, des problématiques que vous avez soulevées, madame et monsieur les panélistes, à savoir la question de la ruralité. Qu'en est-il par rapport à un pays comme le Mali, qui est vraiment un pays majoritairement rural? Est-ce que notre démocratie a suffisamment tenu compte de cette réalité, de la ruralité? Et ensuite, madame la panéliste, docteur Fatoumata,
la question de la démocratie libérale. C'est quoi exactement cette démocratie libérale? Moi, dans mon entendement, la démocratie libérale ne renvoie qu'au pouvoir de l'argent. Mais si je vois qu'il y a tout un débat, toute une théorie autour de cette démocratie libérale, peut-être qu'il est vraiment temps, encore une fois, en 2024, le Mali, après autant de crises, de s'arrêter et de se poser la question sur sa démocratie. Qu'est-ce que nous n'avons pas réussi? Qu'est-ce que nous avons réussi? Et où allons-nous avec cette démocratie? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Konaré. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc je m'inscris aussi dans la même lignée que mes prédécesseurs pour remercier les panélistes. C'est vrai que ça a été une journée très riche, nous avons beaucoup appris. Maintenant, pour revenir à la question par rapport aux légitimités, moi je pense que ce soit les légitimités ou les chefs religieux, voilà des acteurs aujourd'hui qu'on ne peut pas mettre de côté ni ignorer dans le cadre de la construction démocratique de notre pays. Parce que ce sont des acteurs qui pèsent beaucoup plus souvent dans nos sociétés même que les hommes politiques. Et plus que les hommes politiques, plus que les militaires. Ce sont vraiment ces deux acteurs-là qui sont au quotidien en contact avec la population. Et je pense que ce sont des acteurs qu'on doit pleinement aujourd'hui intégrer dans le processus démocratique. Mais par contre, comme Zoumana l'a dit tout à l'heure, cette question de révalorisation des autorités traditionnelles ou des légitimités traditionnelles ou des chefs traditionnels, moi je ne connais même pas l'expression juste. Et c'est que même actuellement au CNT, c'est quelque chose qui fait débat. Pourquoi? Parce que par valorisation des autorités traditionnelles, certains ont compris par là qu'on va faire revenir, par exemple, chez nous au nord, faire revenir les anciens cantons, les chefs de canton, des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, ça divise même les gens. Parce qu'aujourd'hui, dans ces zones-là, vous avez créé une multitude de fractions. Et ces gens-là, aujourd'hui, ne sont plus prêts à revenir par derrière. Et vous avez aujourd'hui aussi des chefs qui se promènent un peu partout ici, qui sont en train de mener le combat aussi pour qu'on revienne à ces anciennes pratiques. Je pense que ce sont des questions aujourd'hui sur lesquelles vraiment on doit se pencher pour éventuellement qui est même autorité traditionnelle ou chef traditionnel. Et comment est-ce que ces gens-là sont définis exactement? Parce que même moi, je suis perdu aujourd'hui. Entre celui qui me dit qu'il est chef de tribu, alors que moi, je sais qu'il est tribu officiellement. C'est fini au Mali. Celui qui dit qu'il est chef de fraction. Et dans une fraction, vous allez trouver qu'il y a une multitude de gens, parce qu'il faut avoir 200 personnes pour avoir une fraction. Donc, ce qui fait qu'on a divisé, subdivisé des familles à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a pas un qui regarde l'autre. Donc, ce sont des choses aussi qui ne sont pas forcément positives pour nos sociétés. Ça les casse même souvent. Vous allez trouver des gens qui étaient tous ensemble. Moi, je vois ça chaque jour, à Gao, à Menaka, à Kidal, à Tombouctou. Mais chaque jour, des gens qui se fractionnent à cause de ces histoires des chefs de fraction, des chefs de village ou des choses comme ça. Les chefs religieux aussi, c'est pareil. Les chefs religieux aussi, c'est pareil. On a exactement les mêmes problèmes. Et donc, ça, alors que ce sont des acteurs qui sont extrêmement importants aussi, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, par rapport à la démocratie en tant que telle, aujourd'hui, comme Ousmane Sy l'a dit tout à l'heure, par exemple, nous, dans notre milieu, là, vous allez trouver plus les gens qui s'en sortent quand ils font le consensus. Il y a moins de bruit, il y a moins de problèmes. Et les gens arrivent généralement à s'entendre. Mais dès que vous parlez de démocratie, pour ramener des partis politiques, genre moi je suis affilié au SNI, à l'ADEMA, et aujourd'hui la guerre que vous avez à Kidal entre les Iforas et les Imrat, c'est généralement dit à ces problèmes-là, qui sont nés souvent d'une appartenance au SNI ou d'une appartenance à l'ADEMA. Et des gens se sont affrontés presque à mort à cause de ça. Et malheureusement, parce que vous êtes dans un milieu où les gens n'ont pas suffisamment cette maturité pour comprendre le jeu démocratique ou politique. Quand quelqu'un est avec la démarche, l'autre qui est au SNID, il est prêt à lui mettre une balle dans la tête. Parce que tout simplement, ils ne sont pas du même parti. Donc ce sont des choses aussi sur lesquelles on doit vraiment réfléchir pour que ça soit bénéfique pour nos communautés et que ça ne serve pas à nous diviser davantage. L'autre chose aussi, c'est que les modèles démocratiques qu'on veut aujourd'hui à notre pays, il faut qu'on l'adapte à nos réalités, comme il l'a dit tout à l'heure. C'est pour cela aujourd'hui, même si on doit organiser des élections, il faut qu'on organise des élections pour traiter tous ces problèmes-là dont j'ai parlé, pour vraiment mettre les populations maliennes ensemble. Il ne faut pas qu'on organise des élections uniquement pour plaire à la communauté internationale, pour attirer des financements extérieurs. Si c'est ça, on va retomber exactement dans les mêmes problèmes. Je vous remercie. Merci bien, cher Jonathan. Alors, maintenant, l'assistance, voilà, on va prendre 5 personnes. Sociologue, chercheur féministe. Okay. Je me présente toujours comme ça. Aujourd'hui, particulièrement, j'insiste sur ça. D'accord.
et je porte déjà mes lunettes Jean. Donc c'est dans cette perspective que je vais parler. Je vais sur la même longueur d'onde que ma sœur Asafouné, qui a beaucoup insisté sur certains aspects que je vais un peu caricaturer. Et le matin, elle a insisté sur le fait, la nécessité de comprendre, de chercher à comprendre. Moi, quand je regarde l'homme malien, l'homme démocrate, qui à la maison n'accorde pas la liberté d'expression, de mouvement et d'accès égal aux ressources au sein des ménages, aux enfants et aux femmes, et qui fait quelques pas seulement en dehors de la porte, brusquement il doit changer le contenu de sa tête, voir les hommes et les femmes dans la rue et dans les institutions comme des égaux à chance égale, etc., je me dis que ce sont vraiment des magiciens. Je plaisante pas. Je me dis, l'homme, le rôle, le chapeau, la vie que l'homme malien mène dans des ménages loin d'être démocrate et qui se veut démocrate à plein temps. Et pour la boutade, mais c'est une conviction, mais c'est ma boutade, j'ai du mal à vraiment voir en l'homme polygame un démocrate. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans ça, je l'ai écrit, mais c'est toujours la question de principes et de valeurs démocratiques que vous appliquez à certaines pratiques. Mais on passe. Donc, on n'a pas fait assez de déconstruction de nos valeurs. Si jamais nous voulons nous lancer dans cette nouvelle perspective de démocratie endogène, etc. Et quand ma sœur dit aussi qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas assez d'efforts pour traduire dans la réalité des faits et l'évolution du monde dans la modernité, assez d'efforts pour traduire ça dans nos valeurs. Ça aussi, je peux caricaturer. On pousse en avant la notion de démocratie inclusive et c'est au nom de ça, par exemple, qu'on souhaite que les légitimités traditionnelles et autres soient associées, que ça soit inclusif. Et il y a l'autre concept de démocratie représentative où on sait très bien que dans notre société, les femmes représentent presque personne. Vous allez à l'Assemblée, au gouvernement, dans les CGS, elles représentent qui quand elles sont 2 personnes parmi 25 membres de CGS, elles sont 10 femmes à l'Assemblée, parmi combien de députés, parmi combien de membres de gouvernement. Et ça ne pose pas de problème. On ne pose pas le problème en termes de l'exclusion de la moitié de la population dans leur accès à l'exercice du pouvoir. Donc c'est comme si on a toujours voulu avoir notre démocratie sur un pied. Et on s'étonne que notre démocratie ait des problèmes. Et je finis en disant, j'ai vraiment beaucoup à dire, mais on a quelques minutes. J'ai la chair de poule à chaque fois que j'entends les gens dire « Kouroukan Fouga ». Il faut qu'on inclue, il faut qu'on se réfère à Kouroukan Fouga. Mais Kouroukan Fouga, les femmes étaient là-bas. On a parlé de leurs droits, on a parlé de ceci, ceci. Elles n'étaient pas là-bas. C'est comme maintenant. Vous jetez un coup d'œil sur les images du CNT, vous jetez un coup d'œil sur les images même de la restitution des assises au président, combien de femmes, etc. Vous vous dites, ah, c'est vraiment Kouroukan Fouga, elles n'étaient pas là-bas, mais il paraît qu'on va dire tout le bien d'elles et de leurs droits. Je pense que ce qu'a dit Kadiatou Kodare est vraiment une très bonne idée. Il faut les assises de la démocratie. On fait une déconstruction et reconstruction des ingrédients qu'il faut pour faire la sorte d'une meilleure, j'ai fini, hein, merci, d'une meilleure démocratie. Tout le monde ne pourrait pas porter les lunettes Jean
Mais il faudrait qu'on se dise de façon terre à terre que notre démocratie a toujours exclu 50% de ces ressources humaines compétentes, bien que ces femmes ont toujours été là quand il fallait se battre pour l'indépendance, toujours été là pour les mouvements démocratiques, que ce soit en clando ou bien que ce soit à ciel ouvert pendant les mouvements de 91. Il faut que les hommes se reprochent le fait de vouloir toujours être au pouvoir selon leur construction masculine du pouvoir. Je vous remercie. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Mohamed Diallo, oui. Mohamed Abdelal Khalil, spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel, écrivain. Et moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, mais j'ai quelques préoccupations en réalité. Parce que il faut se poser la question. Et pourquoi les hommes politiques ont-ils échoué? Et pourquoi aujourd'hui les acteurs religieux, je parle des leaders religieux, ou entre guillemets des semblants leaders religieux, qui prennent le dessus de la scène politique ou qui se transforment en hommes politiques, pas dans la nuit, dans la journée, en plein jour. Et qu'est-ce qui explique cela? Parce que moi je pense qu'à un moment donné, quelqu'un l'a dit aujourd'hui au cours de sa dissertation, les hommes politiques au sein des partis politiques doivent aller vers, c'est-à-dire l'enseignement, l'éducation comme on appelle des membres de son parti politique. Mais peu de partis politiques s'adonnent à cet exercice-là. Ça, c'est un aspect qu'il faut suivre. On ne pourra jamais parler de démocratie en excluant ou en ayant des partis politiques qui sont vides, où il n'y a aucun, comme on appelle, un parti politique qui n'a pas de militants. On a des partis politiques qui n'ont pas de base. Aucune base. Et on dit 295, 300 partis politiques. C'est-à-dire que le monsieur et sa femme. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'il faut-il ne pas aujourd'hui repenser, c'est-à-dire le système de la création des partis politiques au Mali? Moi, c'est que la question des leaders religieux. À un moment donné, la population avait confiance aux leaders religieux. Mais avec le déviement ou les événements qui se sont passés en dernière minute là, qui a fait que les Maliens ont été déçus. Mais il y a cette vision aussi qu'il faut voir. Leaders religieux du Sud et leaders religieux du Nord. Moi, je suis de Taoudini. Les leaders religieux du Nord et les leaders religieux du Sud n'ont pas la même vision, n'ont pas la même vocation. Parce que ce que je crains, c'est quoi? Je constate, j'observe, il y a une réorganisation des organisations des leaders religieux qui veulent être des candidats aux élections municipales et législatives. Vous conviendrez qu'avec moi, les élections à venir, ces gens-là vont prendre 95% des sièges au sein de l'Assemblée nationale. Mais non, moi je suis un homme politique, je suis religieux, mais je suis un homme politique. Ah, toi-même tu es un acteur. Mais il y a un sérieux problème. Le sérieux problème c'est quoi? Non, qui est cet homme-là, l'idéal politique ou l'idéal démocratique malien? Parce qu'on n'a pas d'idéal en réalité. Chacun parle, chacun fait des propositions, mais en réalité on ne veut pas toucher à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Comment refonder la démocratie malienne? Adapter la démocratie malienne aux valeurs ancestrales maliennes ou adapter nos valeurs ancestrales à la démocratie. C'est à nous de voir le chemin qu'il faut emprunter, parce qu'on a beaucoup bavardé. Mais pour finir, j'aimerais juste poser la question à mon papa, au ministre Ousmane Sy. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous sommes retrouvés? D'accord. Merci bien, M. Diallo. Mouriké. Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Mouriké Dambélé. Je suis enseignant. Je voudrais revenir sur deux choses. La première, c'est que les légitimités traditionnelles, il faut vraiment faire attention avec ces mots. Autorité et légitimité traditionnelle, comme je l'ai lu dans la Constitution. Et des prédécesseurs ont déjà dit que ça pose plus de problèmes que ça ne résout en réalité dans la situation actuelle. C'est vrai, notre démocratie a des difficultés, elle va mal. Elle va même très mal. Mais il faut réfléchir pour ne pas rendre le malade plus malade et le tuer. Vraiment, c'est ça. Si je prends les légitimités traditionnelles comme les chefs traditionnels, sous le régime colonial,
Le colonisateur s'est appuyé sur ceci, et vous avez même des écoles de fils de chef. Et on connaît la suite. Quand le régime de Modibo est arrivé, en tout cas chez nous à Caille, ils ont été combattus, les légitimités traditionnelles, les chefs, parce qu'ils soutenaient probablement le PSP. Et j'ai fait observer également que dans mon milieu, quand le régime de Moussa Traoré est arrivé et que l'IDPM a été créé, l'IDPM s'est aussi appuyé sur ces légitimités traditionnelles dans mon milieu. Et ils étaient les députés, ils étaient les représentants de ceci ou cela. Et plus récemment, pour terminer cette première partie, avec les élections communales, il y a eu 4 mandats. C'était les légitimités traditionnelles qui géraient la mairie. Aux dernières élections, un homme d'ascendance esclave accède au pouvoir. Au pouvoir communal. Qu'est-ce qui se passe? Avec les légitimités traditionnelles, là, ils ont comploté pour écrire pour le déchoir. C'est très grave. Si nous ne prenons pas attention, nous allons finalement faire échouer tout l'élan qu'on a dans la construction démocratique de notre pays, en choisissant des mots, en faisant recours à des expressions qui peuvent créer la confusion. Et en termes de réception, de réception. Je crois qu'aujourd'hui, chez moi, les chefs de village constituent une force qui contrebalance la force du maire et du conseil communal. Et c'est très grave. Voilà. Donc, pour la deuxième partie, c'était de dire que faisons attention aux religieux. Ils sont pires que les hommes politiques que nous décrions aujourd'hui. Ils sont pires. Et faisons attention, ne dites pas non, ils sont... Bon, vraiment, faites attention. Moi, je prends l'exemple sur le Sénégal, où j'ai été pendant des années. J'ai vu comment le politique se déroule et comment ces religieux interviennent de façon discrète, sans être mis au devant de la scène de façon visible. Je pense qu'il faut vraiment repenser le système démocratique, mais faisons attention, ne faisons pas recours aux légitimités traditionnelles, sinon on crée des confusions au niveau local. Ne pensez pas remplacer les hommes politiques par des hommes religieux qui sont pires que les premiers. Merci beaucoup. Merci bien, docteur Moriké. Darfa. Ok, bonsoir. Le professeur Moriké a marché sur ma langue, comme on dit, mais tout de même, je pense que l'avènement de la démocratie a occasionné aussi une révolution sociale, car pour la première fois, les légitimités coutumières qui ont un déficit de légitimité, mais on les appelle légitimités coutumières au niveau local, car ils représentent une ancienne architecture politique tirée de la colonisation. Donc, ils n'ont plus de légitimité au sein de la société. Alors, à la faveur de la décentralisation, ces légitimités coutumières ont aussi perdu les pouvoirs politiques. Car pour la première fois, j'emprunte les termes de Koudjougou qui dit les cadets sociaux ont été massivement élus, en tout cas dans la région de Tombouctou, de Gao et même à Ménaka. Donc cela a créé un choc social et politique au niveau local, d'où actuellement l'activisme des grands chefs de tribus et autres chefs de fractions qui essayent de revenir à l'ordre ancien. Or, l'ordre ancien n'est pas démocratique.
Vous comprenez? Donc, cela me pousse à poser une question à Poujigou, donc, qui a évoqué le milieu Peul. Donc, on sait que Toloba, qui dirige la milice d'autodéfense d'Anna Ambasagou, et ici les cadres sociaux. Alors, qu'est-ce que son entreprise sociale et militaire a provoqué dans l'organisation sociale du monde Dogon actuellement? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que son expérience constitue une émergence pour les cadres sociaux en monde Dogon? Merci. Ok, merci beaucoup. Je crois que la question, c'est la seule question qui a été posée. Les autres, c'était des contributions. Après, sur les légitimités traditionnelles, je vais donner un point de vue. Après, je vais souhaiter que mon aîné Ousmane Sy, qui a beaucoup théorisé, c'est-à-dire que sur ces légitimités-là, nous éclaircisse sur les légitimités. Avant que vous répondez, sur ce que moi j'entends par légitimité traditionnelle, je crois que ce n'est pas les chefs de canton. Ce n'est pas les chefs de canton, ce que je sache. Les cantons, c'est le colon qui a instauré les cantons. Ce n'est pas ça les légitimités traditionnelles. Il y a des légitimités traditionnelles originelles. Le cantonat, c'est quelque chose qui a été institué par le colon. Est-ce que c'est dit que le canton, c'est une autorité traditionnelle? Dans mon entendement, ce n'est pas le colon. Ce n'est pas ce que le colon a institué. Si on parle de légitimité traditionnelle, il s'agit de légitimité. Ce n'est ni cantonale, ni religieuse. Même quand... à moins que... Je parle sous le contrôle du professeur Samba. À moins qu'on ne commence nos traditionnalités à partir de l'invention des religions, musulmanes particulièrement. Or, je ne crois pas que même si vous prenez la Dina, certains considèrent que ça c'est légitimité traditionnelle. En milieu Peul, les autorités, ça n'a pas commencé avec la Dina. Il y a eu les Peul Ardo dans tous les machinats qui ont combattu Sekou Amadou. Et parce qu'on considérait que la Dina remettait en cause leur autorité traditionnelle. Donc je crois que, je ne sais pas si on se comprend bien, le ministre Ousmane Sy va nous éclaircir, voilà. Mais je crois que légitimité traditionnelle, canton et autres, c'est venu après, pour moi. Il y avait déjà des autorités avant l'arrivée du cantonat. Donc, docteur Poudjougou, vous avez une question de M. Sarr. Darfa, voilà. Darfa vous a posé une question. Oui, la question c'était de savoir est-ce que l'initiative militaire, en tout cas le fait de... Ah oui, Sissoko, je vous passerai la parole après. Je m'excuse de... Ah, c'est So. Ah, pardon. J'ai écrit en temps de Sissoko. Donc, je disais que la question de savoir est-ce que l'engagement armé a créé de nouvelles possibilités d'ascension sociale, je répondrais aussi en peut-être en fait mettant le point sur la possibilité que l'engagement armé a donné à certains acteurs en fait de convertir ce capital militaire, donc de la violence, en ressources politiques. Et effectivement, dans le cas de Dana Ambasagou, pas de Toloba lui-même. Donc, je vais dire, alors, là aussi, il y a plusieurs formes de légitimité, plusieurs formes de pouvoir. En tant qu'individu, il a effectivement accédé à des positions qui fait qu'il est devenu incontournable pour un certain nombre de questions aujourd'hui, y compris dans les liens avec l'État central, donc avec les autorités politiques et militaires. Donc ça, c'est pour des questions liées à la sécurité ou en tout cas, comme
tout ce que on sait. Aussi maintenant, il y a tout le projet de mobilisation et tout ça. Donc, il y a des acteurs qui sont issus de ces environnements qui ont réussi à s'insérer dans les arcanes de la haute administration publique. Et certains occupent des positions assez importantes. Et si on revient un peu en arrière, juste peut-être une année, disons quelques années en arrière, et on se rend compte que certains de ces acteurs qui sont devenus incontournables aujourd'hui, en fait, dans leur façon même d'aspirer, ne pouvaient pas penser à ces horizons-là. Donc ça, c'est d'un côté. Maintenant, en quoi cela a participé à la question démocratique ou au jeu démocratique? Ça me permet de répondre sur une autre forme de conversion. C'est que M. Aya est parti, mais si vous revenez par exemple dans le cercle de Koro et vous réfléchissez aux élections de 2020, il y a des personnes issues du mouvement d'Anna Massagou par exemple qui ont réussi en fait à arriver à l'Assemblée nationale. Et ils ont créé un mouvement sorti en tout cas ils ont créé un mouvement tout de suite. Et ce mouvement-là a réussi à battre campagne en excluant aussi l'accès à d'autres partis et avec un discours assez compliqué. Je ne vais pas revenir sur ça, mais certains de ces discours sont disponibles aussi sur les réseaux sociaux. Donc en fait, effectivement, oui, ça a permis à des gens qui étaient à la marge d'accéder à des positions de pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont bien insérés, bien installés dans ces positions. Maintenant, la question est de se demander, est-ce qu'il nous faudrait désormais penser aussi l'action armée, donc y compris celle qui vient de la marge, comme des possibilités démocratiques? Est-ce que les groupes armés, aujourd'hui, qu'on veut insérer, qu'on veut intégrer dans la réflexion collective autour de l'avenir du Mali, est-ce qu'il faut les penser aussi comme potentiellement des acteurs qui doivent se reconvertir, qui doivent devenir des acteurs politiques? Peut-être je laisserai la question ouverte comme ça. Ok, voilà. Monsieur le ministre, si, voilà, sur les légitimités, si vous pouvez nous... Merci. Je suis un observateur, je ne suis pas un spécialiste de la question, je suis un observateur. Et moi, je préfère l'appellation autorité coutumière traditionnelle, parce que c'est plus précis et on sait à quoi on se réfère. Effectivement, les chefs administratifs ne sont pas des autorités coutumières. La plupart des chefs de village actuels, je ne dis pas tous, parce que là aussi, il faut tenir compte de la diversité des situations. Parce que nous avons un pays quand même qui est très divers, avec des aires culturelles différentes. Donc, les chefs n'émergent pas partout de la même façon. Et c'est pour ça que ces questions-là, mieux vaut d'ailleurs les observer au niveau local qu'au niveau... On le voit mieux quand on est au niveau local qu'au niveau national. Même sur le terrain, il y a une différence entre les Famadougouti et les Ladadougouti. Famadougouti, en général, c'est les chefs administratifs. C'est les chefs qui sont nommés par l'administration, en tout cas qui sont reconnus et reconduits par l'administration. Effectivement, les chefs de canton, qu'on considère comme des chefs traditionnels ou coutumiers, sont des chefs dont la plupart, même si le colon, quand il est arrivé, en fur et à mesure de sa conquête, il a reconduit certains chefs coutumiers en fonction de certaines zones, mais les chefs coutumiers qui n'ont pas voulu composer avec le colon, il les a fait disparaître, il les a remplacés par les chefs de canton. Et d'ailleurs, après, à l'indépendance, nous, on les a remplacés par des chefs d'arrondissement. C'est la même logique. Donc, en fait, il y a toute une typologie des chefs qu'il faut faire, qui reste à faire, qu'il faut faire en fonction des aires culturelles différentes et en fonction de la façon dont ces chefs émergent. Par exemple, pour prendre juste un exemple sur un terrain que je connais, mon frère chez nous, le Ogon, est un chef coutumier. Tous ceux qui connaissent le pays d'Ogon savent très bien que le Ogon est un chef coutumier. Mais est-ce qu'on le considère comme un chef traditionnel? Est-ce qu'on le considère comme... Donc je crois que c'est vraiment très difficile d'uniformiser cette question-là
à l'échelle de notre pays. Il faut le regarder territoire par territoire, aire culturelle par aire culturelle. Mais, puisque vous m'avez donné la parole, j'en profite. Oui, allez-y. Parce que je ne sais pas qui m'a interpellé là-bas en me disant, est-ce que je peux expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce serait prétentieux pour moi d'expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché. Les difficultés qui ont été racontées, je les ai évoquées, en tout cas du point de vue de la démocratie. J'ai évoqué les difficultés, le processus qui a été lancé, là où il y a eu des faiblesses, là où on devait en faire des processus évolutifs, mais ça s'est figé. Je crois que ça, c'est vraiment les difficultés qu'on a rencontrées en cours de parcours. Et après tout, pour moi, vraiment, c'est normal. Démocratie, décentralisation, tous ces phénomènes, tous ces processus de changement qui ont été en politique, économique comme institutionnelle, qui ont été engagés dans notre pays, c'est des processus qui ont été installés. Maintenant qu'il fallait faire évoluer en fonction des comportements des acteurs, la capacité des acteurs de maîtriser les programmes d'ajustement structurel. C'est des processus. Il y a un certain nombre de choses qui ont été installées dans notre pays. Bon, qu'on n'a pas su faire évoluer pour plusieurs raisons, qui ont fini par tomber en panne et n'ont pas cherché à décrypter les pannes pour les faire remarcher. On a très bon, comme notre histoire politique aussi est émaillée de ruptures. Chaque fois que un système, un régime vient, on efface tout ce qui a existé, on recommence. Donc, on ne construit pas dans la rupture. On ne construit pas dans la rupture. Je crois que c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui analyser, mettre sur la table, regarder et peut-être voir un peu comment nous pouvons tirer les leçons pour que ces crises-là nous permettent de changer d'étage, d'aller à l'étage au-dessus. Parce que la crise ne condamne pas. La crise enseigne. Je suis dans un milieu de profs d'université. La crise doit enseigner normalement. La crise, c'est le signal qu'il y a des problèmes à résoudre. Bon, les problèmes à résoudre, c'est l'enseignement aussi, ça. Donc, si la crise nous enseigne aujourd'hui et qu'on en tire les leçons, qu'on regarde là où on doit regarder pour faire évoluer, tant mieux. Je crois que cette crise va être bénéfique pour nous. Mais si cette crise est un prétexte pour faire des retours en arrière et pour bloquer des choses, bon, nous n'allons jamais sortir de la crise. C'est là où on voit la différence entre les sociétés. Les sociétés qui savent sortir des crises et les sociétés qui restent en permanence dans les crises. Donc je crois que c'est cette réflexion aussi, cette démarche qu'il faut, sur laquelle on a. Je voulais saisir aussi une interpellation, vraiment, pour nous aider à réfléchir. Je fais constater que le président Alpha Oumar Konaré, il a été le seul président du Mali qui a exercé ses 2 mandats et qui est parti. Il a eu le pouvoir démocratiquement et il a cédé démocratiquement. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir comment il a fait? Pourquoi? Pourquoi? Je crois que c'est une question, au-delà de la personne d'Alpha Oumar Konaré ou au-delà des machins, on doit s'interroger sur ça. Tous les présidents du Mali, de Modibo Keïta, jusqu'au dernier qui a suivi un coup d'État, ils sont tous partis suivant des ruptures. Mais Alpha a acquis le pouvoir démocratiquement et il l'a transmis démocratiquement. Ça, on ne m'a pas raconté, j'étais là. Bon, posons-nous la question. Si on veut comprendre le système politique au Mali, posons-nous la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je peux juste, parce que j'ai été quand même un compagnon, ce que je peux dire, c'est que Alpha a géré permanemment dans le consensus et dans la recherche du compromis. Et ça, c'est des exemples par là. Je prends la réforme constitutionnelle, parce que là aussi, j'entends beaucoup de choses qui ne correspondent absolument pas à la vérité. La réforme constitutionnelle de 2002, c'est moi qui l'ai conduite, sous la direction d'Alpha. J'étais ministre de l'administration territoriale. C'est moi qui ai passé des nuits blanches à l'Assemblée nationale pour défendre cette réforme constitutionnelle, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale à l'unanimité.
Et on était dans la préparation du référendum pour adopter la Constitution. Là aussi, je peux en parler parce que j'étais le ministre de l'administration territoriale. On a préparé le référendum. Techniquement, on était prêts au niveau du ministère. D'ailleurs, ça nous arrangeait qu'on commence par le référendum, parce qu'après le référendum, arrivaient les présidentielles. Donc, on allait tester notre dispositif au référendum avant d'aller au présidentiel. Mais, une quinzaine de jours avant la date, le président Alpha m'a appelé. Il me dit, est-ce que vous êtes techniquement prêt? Je lui ai dit, président, nous, on est techniquement prêts. Il me dit, bon, vraiment, lui, il s'interroge, parce que là, une constitution, c'est un texte, c'est un projet pour la société. C'est un compromis de toute une société qui se met d'accord pour dire, voilà comment nous allons être gérés. Mais il a l'impression que le consensus n'est pas mûr, qu'il y a encore des poches de résistance. Donc lui, il préfère annuler ce référendum et renoncer à cette réforme-là. Donc c'est volontairement qu'il a renoncé à la... C'est pas parce qu'il n'a pas pu. Et cette constitution allait passer comme dans une lettre à la poste. Mais le président, puisque le consensus qu'il pensait nécessaire pour aller vers une réforme constitutionnelle n'était pas là, il a préféré renoncer au référendum. Donc, je crois que c'est ça aussi l'histoire de notre pays, qu'il faut documenter, qu'il faut connaître. Qu'il faut prendre le temps de connaître et de comprendre avant d'aller dans les schématisations qui ne correspondent pas à la réalité. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur le ministre. So. Merci beaucoup. Je me présente, Cheikh Ahmed So. Je suis financier de formation. Maintenant, depuis ce matin, je tiens d'abord à saluer l'initiative du laboratoire Macoter, qui nous réunit tous ici pour débattre d'un sujet ô combien important que la démocratie. Et maintenant, j'ai entendu depuis tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'on faisait le procès de la démocratie au Mali, alors que, à mon entendement, tout ce qu'il y a eu comme progrès dans ce pays est du fait de la démocratie. C'est dans l'ère démocratique que nous avons connu certaines libertés, en fait. Celui justement de la liberté d'association, de faire un parti politique et de communiquer, de ne pas être d'accord et de dire qu'on n'est pas d'accord. C'est ça, et même le développement, le peu de développement, enfin, si on peut dire ça, développement, le peu de développement qu'il y a eu dans ce pays, c'est pendant cette ère démocratique-là. Donc, faut pas, comme on le dit, throw the baby with the water of the bath. Et faut pas. Je pense que la démocratie, notre démocratie, on doit surtout l'accompagner. Quelqu'un l'a dit ici dans l'assistance, même en Occident, on considère comme des modèles de démocratie, enfin, qui ont atteint un certain niveau de démocratie que nous n'avons pas chez nous ici. Mais ça n'est pas arrivé en un matin, c'est arrivé étape par étape. Dans le cas de la France, c'est vraiment depuis le 19e siècle, en fait, c'est arrivé progressivement, et même le droit de vote des femmes est arrivé encore sur le tard, vraiment tard. Sur le tard, donc faut pas, on doit juste l'accompagner, je pense, à mon entendement, accompagner notre démocratie et dire que, en tous les cas, moi, personnellement, je ne vois pas d'alternative à la démocratie comme modèle de gouvernance d'une société quelle qu'elle soit, d'un pays quel qu'il soit. Et j'ai entendu aussi, j'aurais bien aimé qu'elle soit là, Dr Aminata Draman, qui charge beaucoup le capitalisme
qui critiquent donc, ce modèle-là, mais je pense fondamentalement que le capitalisme a contribué à l'évolution de l'humanité et au progrès scientifique. Surtout, tous les progrès que nous connaissons, c'est du fait du capitalisme, et parce qu'on a libéralisé aussi l'éducation, la liberté d'entreprendre, de rechercher, voilà, de prendre une autre voie, autre que celui décidé par la voie populaire. C'est ce qui nous a amené de passer des câbles à l'industrie des automobiles, lesquelles ont été critiquées beaucoup par les ricardiens, alors que les schumpeteriens préconisent la destruction créatrice. Et moi, c'est ça la libéralité, c'est ça l'économie libérale. J'ai entendu dire, on confond le libéralisme économique à l'argent, au pouvoir de l'argent. Ce n'est pas le pouvoir, mais c'est juste le pouvoir de pouvoir entreprendre par soi-même et de chercher une voie, une alternative autre que ce qui existait. Ça fait des progrès. C'est ce qui fait que les États-Unis ont été une bien plus grande puissance industrielle et qui a persisté dans le temps que l'URSS, par exemple, qui s'est décomposé de l'intérieur parce qu'il y avait l'État entrepreneur et ça ne marche pas. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça atteint sa limite et ça ne marche pas. Et maintenant, pour revenir à monsieur le professeur philosophe qui disait que la société, en fait, il faut, peut-être tout le monde n'a pas droit peut-être à la parole, au vote ou à l'idée de la démocratie. Vous ne pensez pas que l'exclusion, quelle que soit sa forme, n'est pas juste et souhaitable? Vous ne le pensez pas? Parce que c'est un fait, je ne souhaite pas. L'histoire de l'humanité est faite d'exclusion, que tu le veuilles ou pas. Moi, je ne fais que rapporter un fait. Je n'ai pas dit que c'est bien ou ce n'est pas bien. Là, vous êtes dans un jugement de valeur. Non, je ne juge pas. Non, voilà. Je vous pose juste une question, en fait. Je vous pose juste une question, je ne juge pas. Oui. C'est-à-dire que ce que tu crois même juste là, ça crée de l'injustice. Je prends un exemple simple. Je parle sous le contrôle des aînés. On est en démocratie, on dit, bon, tout le monde peut se présenter aux élections démocratiques. Tu crois que c'est juste, non? Oui. Oui ou non? Oui. Mais ce n'est pas juste en même temps parce qu'on met des cautions, c'est-à-dire que pour se présenter aux élections. Ça exclut les gens, oui ou non? Ça exclut les gens. Quand on te dit, pour être président, il faut 25 millions de cautions, tu exclus 90% des Maliens. Et pourtant, tu crois que ça, c'est démocratique. Est-ce que vous comprenez le sens de ce que j'ai dit là? Je comprends. Voilà. Très bien. Donc ce n'est pas que je pense que c'est juste ou c'est pas la société de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on a toujours mis des barrières qui excluent certaines personnes. Voilà. C'est pourquoi je suis d'accord avec mon aîné Ousmane Sy qu'on tend vers un idéal. Mais un idéal, c'est un rêve. Hein. Le rêve, il peut se réaliser à un certain degré comme il peut ne pas se réaliser. Mais toujours est-il qu'il faut suivre ce rêve-là. Voilà. Mais, oui, Madame Konaré avait évoqué et même Tocqueville. Et si vous parlez de démocratie, vous voyez, quand vous lisez, c'est dit que Tocqueville vous dit, c'est dit que la démocratie, c'est dit que c'est une condition d'égalité de principe et non pas de fortune. Voilà pourquoi ça ne résout jamais les problèmes d'inégalité sociale aux États-Unis. Tocqueville dit que la démocratie n'a pas pour mission de résoudre les inégalités sociales. C'est très clair parce que c'est fondé sur le capital avec lequel vous n'êtes pas d'accord là, avec Tanti Aminata. Mais pourtant, le capital, c'est une société d'inégalité, que vous le voyez ou pas. Le capitalisme institue une inégalité irréparable dans le système. Ah oui, mais tu as des bourgeois et des prolétaires. On va vous dire que c'est ce que j'ai dit. C'est dans le système même de caution. C'est un système de la bourgeoisie. Oui, si on vous dit en démocratie, vous proposez une caution. La caution, elle est bourgeoise. Qu'on le veuille ou non.
C'est pas fait pour un prolétaire quand tu dis 25 millions. C'est-à-dire que pour une caution, pour être président, dans un pays où le revenu par habitant, c'est-à-dire qu'il est de $1. Le revenu par habitant est de $1. Et tu lui dis à ces personnes-là, pour dire que 25 millions, tu dis que c'est démocratique. Est-ce que vous mesurez le sens philosophique de ce que je dis là? Voilà. Merci bien, M. Sow, merci. Je crois qu'on aura d'autres espaces pour échanger. Merci, c'est chers participants. Oui. D'accord. Alors, j'ai vu une main, voilà, au fond. Voilà, avec votre permission. Oui, alors, oui. Je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Je me permets seulement de parler après votre intervention. Je suis Francesca Nicchia, conseillère politique à la délégation de l'Union européenne. Et parmi les valeurs pour lesquelles nous travaillons dans le monde, il y a les droits humains, la promotion de la démocratie, la promotion aussi de l'égalité parmi les hommes, les femmes et les hommes. Et je voulais seulement souligner que c'est vrai, l'histoire de l'humanité est faite d'exclusion et d'émargination, mais elle fait aussi de l'engagement des communautés, des individus, des personnes, des femmes et des hommes qui ensemble essayent de dépasser, de surmonter l'agressivité, la prépotence, l'émargination par l'agir commun. Et donc tous nos textes juridiques sont aussi basés sur cette tentative qui est en effet toujours en cours, mais de surmonter cette situation pour aller vers plus d'égalité, plus de liberté, plus d'accomplissement des droits des personnes. Tout à fait. C'est toujours la poursuite de l'idéal. On est dans la même orientation. Mais après, c'est très important d'avoir un objectif. Tout à fait. Et très important de nous engager ensemble pour rejoindre cet objectif. Parce que cet engagement, cette action est en soi quelque chose de bien. Parce que l'histoire de l'humanité, elle fait aussi de ça. Oui. Et elle fait aussi de notre engagement ensemble pour surmonter ces inégalités de destin et pour réclamer nos libertés et nos droits. Ok. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, nous sommes au terme de cette table ronde. Voilà, merci beaucoup à l'organisation, merci aux panélistes, merci à tous les participants. Alors, on vous demande une photo de famille avant de partir, à l'ensemble des participants. Une photo de famille juste avant, voilà, de rentrer chez vous. Merci beaucoup et pour la photo de famille tout de suite. Merci bien.